Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les syndicats étudiants tirent la sonnette d'alarme concernant le coût de la vie. Alors, quelles sont les dépenses qui freinent l'enseignement supérieur et que revendiquent les associations? On en parle dès le début de cette émission. Connaissez-vous le concept des 25 cm? Non, je l'imagine, mais tant mieux. On vous le présente avec son auteur dans la seconde partie de l'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Marie-Letty Burny. Bonjour Marie-Letty. Bonjour Virginie, bonjour à tous. 50 jours après le résultat des élections législatives, toujours pas de Premier ministre nommé. Alors Baudet, Cazeneuve, Cassé, Bertrand ou encore ce matin, celui de David Lisnard, son nom est sorti. Plusieurs noms sont sur le bureau du président, mais les consultations se poursuivent. Alors ce ne sont pas les noms des personnages d'une série de plateformes de stream, ce sont les noms des potentiels candidats au poste de Premier ministre. Et Matignon, ce n'est pas le nom d'une lointaine contrée. Pour trouver le Graal, on se croirait vraiment dans une série où le nom de celle ou celui qui aura les clés de Matignon sera connu qu'à la fin, sauf que là, les épisodes sont nombreux et durent longtemps, vraiment trop longtemps. On espère le dénouement rapide. Compromission, c'est le terme qui ressort le plus dans les dialogues de cette série, de cette actualité. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Il était ce matin sur RMC. La situation du pays, elle est catastrophique. Emmanuel Macron, avec la décision de renouveler l'Assemblée nationale, de dissoudre, a fait une faute politique majeure qui n'a pas été comprise par les Français. Et là, il est en train d'ajouter à la première crise une autre crise en procrastinant, en laissant filer le temps, alors que la France est sous une épée de Damoclès, celle d'une crise financière extrêmement grave, compte tenu du dérapage, du naufrage des finances publiques. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que bien sûr, nous préférons un Premier ministre de droite, un Premier ministre de gauche, à une condition, c'est pour faire une politique de droite. Bon, visiblement, personne ne semble prêt à faire les efforts nécessaires pour entreprendre une coalition, une cohabitation entre les fortes têtes des différents partis politiques, sauf peut-être quelques-uns qui commencent à adoucir leurs propos. Fabien Roussel, par exemple, était ce matin au micro de Thomas Soto sur RTL, et voici ce qu'il disait. Nous avons dit que nous étions prêts à construire des compromis. Nous avons dit nous sommes pour des compromis, pas pour la compromission, des compromis, travailler sur avec, par exemple, dialoguer. Attendez. Nous avons écrit à tous les groupes républicains pour dire nous devons construire des majorités parlementaires. C'est quoi vos lignes rouges ? Là, je sens que vous êtes en train de vous dire qu'on va peut-être y arriver. On va y arriver. Et puis voici ce que rétorquait Bruno Retailleau à Apolline de Malherbe. Les choses pour nous sont très très claires. Notre objectif, c'est le pays, c'est la France. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de Premier ministre de gauche, de politique de gauche. Regardez. Donc ça veut dire que... Non, mais attendez, oui, mais je suis très clair. Il y en a deux sur la table. En tout cas, c'est ce que l'Élysée est en train de nous dire. Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand. Je préfère Xavier Bertrand à Bernard Cazeneuve. Et c'est au milieu de ce grand flou qu'un autre ancien Premier ministre a donc décidé d'annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle. Elle sera en 2027. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, a en effet annoncé dans un entretien de l'hebdomadaire Le Point qu'il serait candidat aux prochaines élections présidentielles de 2027. Je le cite, « Je me prépare pour proposer des choses aux Français et ce que je proposerai sera massif. Les Français décideront. » Bon, là aussi, on ne sait plus vraiment si ce sont les Français qui décident. Bref, je suis désolée de ne pas avoir à vous communiquer de nom de Premier ministre aujourd'hui. Je ne veux pas vous spoiler la fin de cette série, mais je ne connais pas ce Premier ministre à ce jour. La suite dans le prochain épisode. Le coût de la rentrée universitaire a augmenté de 86 € par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'estime le baromètre annuel de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, alors que 2 étudiants sur 10 ne mangent pas à leur faim. Un coût considérable, signale la Fédération, qui met d'après elle les étudiants concernés en grande difficulté financière. On rappelle que 20% des étudiants sont en grande précarité et sautent 3 repas par semaine en moyenne. En 2024, coût de la rentrée universitaire
universitaire pour un étudiant non boursier serait de 3 157,01 €, soit une augmentation de 86 €. Elle dénonce également des frais illégaux, des frais obligatoires pour suivre une formation comme l'achat de livres ou de logiciels spécialisés. Le syndicat étudiant estime à 176,46 € ce coût de matériel pédagogique spécifique. Elle accuse le gouvernement de durcir l'accès à l'enseignement supérieur des plus précaires en augmentant les charges qui leur incombent sans jamais revaloriser à la hauteur leurs aides sociales. Dans son rapport, la FAGE réclame des mesures fortes auprès du gouvernement, comme par exemple des repas Crous à 1 €. La plus grosse dépense reste tout de même le logement. Il est en moyenne de 520 € par mois en région et de 680 € par mois en Île-de-France. Si les étudiants ont la chance de trouver un logement, là aussi c'est un autre problème. Il y a 12% des étudiants qui avouent renoncer à poursuivre leurs études à cause de cela. Et ce sera justement l'objet du débat dans quelques minutes sur ce plateau. Sur le plan judiciaire, une maman décide de porter plainte pour violence aggravée contre l'organisme de colonies de vacances où est parti son fils. Il est rentré couvert de bleu. Camaret-sur-Mer, dans le Finistère, paraissait être une destination rêvée pour une dernière semaine de vacances d'été pour ce jeune garçon. Mais Jean, 11 ans, il y a vécu un véritable cauchemar. Il est revenu couvert d'hématomes. Il a avoué à sa mère tous les sévices qu'il avait subis pendant 7 jours, matin, midi et soir. D'autres enfants de la colonie, l'enfant était frappé dès le réveil. Jean a décrit des scènes horribles, humiliantes. On écoute Cécile, sa maman. Il a des bleus donc sur le visage, les bras, les jambes, le dos et le ventre. Le récit est effroyable. Les photos que sa maman a publiées sur son compte Facebook témoignent de l'horreur vécue par Jean durant toute cette semaine. Et que répondent les organisateurs de cette colonie de vacances? On ne peut pas avoir les yeux partout, répondent-ils. Pourtant, l'enfant avait signalé à plusieurs reprises être victime de violences de la part d'autres enfants. Mais les animateurs n'ont visiblement pas réagi. Cécile, sa maman, a donc décidé de porter plainte, mais elle ne s'attend pas à beaucoup de réactions de la part de la justice contre les agresseurs de son fils. J'espère pas grand-chose pour tout vous dire, puisque de toute façon c'est des mineurs de moins de 15 ans, donc ça va être classé sans suite. Mais par contre moi j'attends qu'il y ait des grosses sanctions sur les animateurs qui n'ont pas fait leur boulot, ça c'est sûr. Nous rappelons que le 30-18 est là pour signaler tous les harcèlements, que ce soit en milieu scolaire ou autres subis par les mineurs. Et évidemment, on pense aussi à la famille. Un autre drame dans le Doubs, une petite fille âgée de 5 ans grièvement blessée, ainsi que 2 autres blessés légers ont été transportés à l'hôpital de Besançon ce mardi 3 septembre, après avoir été percutés une nouvelle fois par un automobiliste ivre. Alors qu'un groupe d'enfants âgés de 3 à 5 ans traversait la rue pour se rendre à la cantine, un homme de 70 ans a percuté de plein fouet le groupe. Ça s'est passé à Vercelles-Villedieu-le-Camp. Une fillette a été blessée grièvement et transportée au CHU de Besançon. Un autre enfant ainsi que l'accompagnatrice auraient été blessés plus légèrement. Le conducteur, quant à lui, a été stoppé par les témoins de la scène quelques mètres plus loin. Il aurait ensuite été interpellé par les gendarmes. Selon le quotidien régional L'Est républicain, le septuagénaire était ivre au moment des faits. Et on termine avec les Jeux paralympiques de Paris qui se poursuivent. Près de 200 000 billets ont été distribués aux écoles et certaines classes ont le privilège de pouvoir assister aux épreuves. Ces billets ont été distribués aux élèves dans le cadre du programme Ma classe en jeu, récompense notamment pour leurs projets menés pour soutenir le développement quotidien de la pratique sportive à l'école et renforcer les objectifs d'inclusion, de santé et d'engagement citoyen attachés aux Jeux de Paris 2024. Hier, des élèves de primaire ont assisté aux épreuves de paradressage au château de Versailles. Le paradressage, pour vous rappeler, c'est la seule épreuve d'équitation paralympique. Les cavaliers doivent effectuer des figures, faire danser leur cheval avec ou sans musique selon les épreuves. Et ces élèves ont vraiment trouvé ça impressionnant. On les écoute. Vraiment, c'est impressionnant parce qu'avec leur handicap, ils ont réussi à faire du cheval et c'est impressionnant, vraiment. Moi, je trouve que c'est très beau et très impressionnant. Ouais, moi, c'est impressionnant. Cette opération permet notamment la promotion du sport pour tous, l'inclusion dans le milieu scolaire et de participer surtout à une sortie scolaire inédite. Qu'en pensez-vous ?
Oui, merci Marie-Letty. 86 € de plus par rapport à l'année dernière. Le coût de la vie étudiante affecte l'accès à l'enseignement supérieur et plonge surtout les jeunes dans une précarité installée depuis des années déjà. On en avait parlé ensemble. Mais là, c'est le baromètre de la FAGE qui le dit. C'est sorti ce matin. Alors, comment lutter contre ces augmentations et quelles revendications mettent en avant ces acteurs? Eh bien, on en parle avec eux sur ce plateau tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Sarah Biche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sarah Biche. Vous êtes vice-présidente de la FAGE. Mélanie Slevsik, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO et fondatrice de Colibri Intergénération. On va en parler, bien entendu. Le sujet du jour, cette année, la hausse du coût de la vie pour les étudiants est historique, alerte la FAGE dans son enquête annuelle. Mais elle n'est pas seule, puisque le constat est similaire du côté de l'UNEF. Les étudiants vont voir leur pouvoir d'achat baisser encore d'un cran, ce qui est absolument dramatique puisque la situation était déjà très alarmante il y a 1 an, il y a 2 ans. On l'a vu avec les queues de différentes banques alimentaires. Aujourd'hui, 3 157 €, c'est ce que coûte une rentrée étudiante, selon le baromètre de la FAGE sorti ce matin. 86 € de plus que l'année dernière. 86 € pour un étudiant, il faut savoir que c'est énormissime. C'est énorme parce que ça représente 86 repas pour un étudiant boursier. Et rien que ça, je pense que ça nous donne une bonne mesure de la situation. Et 3 157 € à la rentrée, c'est aussi la garantie que les étudiants devront faire le choix entre manger et étudier. Et ça, nous, on ne peut plus l'entendre. C'est pas une formule, ce que vous dites, entre manger et étudier. C'est-à-dire que c'est vraiment le cas. On l'a vu, on en a beaucoup parlé ici, je le disais en introduction, quand on voyait ces jeunes qui essaient de trouver des moyens pour pouvoir déjeuner chez les uns, déjeuner chez les autres, demander effectivement de l'argent d'une certaine manière, récupérer des paniers dans des supermarchés pour des choses qui étaient données ou rendues. Enfin, c'est une situation qui est vraiment très alertante. Oui, et c'est une réalité. Et nous, on le voit tous les jours sur le terrain. Dans le réseau de la FAGE, on a des agorae, des épiceries sociales et solidaires. On en a 41 sur tout le territoire, sur 25 villes universitaires. Et on accueille au quotidien près de 10 000 bénéficiaires. Et ces étudiants, ils sont en majorité, pour 3/4 d'entre elles et eux, non boursiers. Donc, ils sont exclus du système de bourse. Ils ne sont pas accompagnés. Ils font partie des classes moyennes basses. Leurs parents n'ont pas non plus les moyens de les aider. Et ils se retrouvent heurtés de plein fouet par la précarité. Ils n'ont aucun non plus des avantages protecteurs du statut de boursier, puisqu'ils payent leurs frais d'inscription, qui ont augmenté cette année. Ils payent leur CVEC, qui a aussi augmenté cette année. Et cette situation globale, c'est une rupture d'égalité qui est incroyable. On va en parler effectivement de ces augmentations et de la réalité dans sa globalité. Juste un petit mot effectivement, parce que vous avez le même constat, j'imagine, avec Colibri, de cette situation effectivement des étudiants français aujourd'hui. Pas tous bien entendu, mais ne serait-ce qu'en imaginant que 20% d'entre eux sont dans une situation absolument de dramatique pauvreté, clairement, on peut clairement dire ça. C'est ce que vous constatez? Mais clairement, en fait, je rejoins totalement ce que vous venez de dire. On est face à des étudiants qui ont plus d'argent en fait pour vivre, mais aussi pour se loger, parce que on se rend compte que pour avoir un métier demain, il faut avoir sa scolarité, son diplôme, mais encore faut-il pouvoir aller à l'école. Et aller à l'école pour certains, c'est trouver un logement. Et aujourd'hui, quand on voit que tous les frais augmentent, le loyer fait partie de ces frais qui augmentent, et qui plus est quand on l'a trouvé, parce qu'aujourd'hui il faut le trouver. Et aujourd'hui, on a une vraie pénurie de logements pour les jeunes. Donc nous, avec Colibri Intergénération, on a une solution sur le marché. Et Dieu sait qu'il en faudrait encore et encore et encore. Et aujourd'hui, on arrive à challenger les choses en créant des partenariats, comme on vient de le faire avec les résidences Noé. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des mètres carrés dans des endroits qui, il y a quelques années, étaient improbables. Aujourd'hui, on loge des étudiants dans des résidences seniors pour leur permettre d'être logés. Oui, ce qui est très malin, c'est en fait un côté donnant-donnant, effectivement, d'avoir une présence pour les seniors et évidemment un logement pour les étudiants. On va en parler, bien entendu. Je voudrais juste revenir sur quand même la situation très claire des étudiants aujourd'hui. On parle donc de ce chiffre qui est très important, 3 157 €, qui est le coût en fait d'une rentrée étudiante. Quand on parle du strict minimum, parce que ça peut être bien plus élevé que ça. Parmi dans ces coûts que vous avez dressés, listés, il y a les frais spécifiques
spécifiques et les frais illégaux, cela veut dire quoi? Alors les frais spécifiques, c'est tout ce qui est inhérent à la période de la rentrée, donc par exemple les frais d'inscription, la contribution de vie étudiante et de campus, mais aussi le matériel pédagogique qui est à la charge des étudiants. Et c'est ce qu'on met dans frais complémentaires et ou illégaux. C'est des frais qui viennent s'ajouter aux frais qui sont cadrés dans les frais d'inscription pour par exemple prendre en charge des lectures obligatoires, des manuels scolaires qui ne sont pas pris en charge par l'établissement, du matériel, des logiciels spécifiques. Un étudiant ou une étudiante en géographie qui doit faire de la cartographie par exemple et qui doit acheter un logiciel, du matériel pour aller en travaux pratiques. Plein de frais qui, selon les établissements, il y a aussi une grosse inégalité territoriale dans la répartition de ces frais qui peuvent être à la charge des étudiants. Et là, on a une vraie rupture, encore une fois, d'égalité entre ceux qui vont pouvoir payer et ceux qui ne le pourront pas. Et là, on a une situation où, concrètement, le manger ou étudier, il reprend tout son sens parce que quand il faudra choisir entre acheter une blouse et acheter un repas, et le choix, il va vite être fait puisque si on la blouse, il n'y aura pas d'accès aux travaux pratiques et sans ça, il n'y aura pas de diplôme. Tout ce qui pousse, à chaque fois que l'on énonce effectivement une situation, qui pousse un étudiant à peut-être privilégier d'aller travailler plutôt que d'étudier. On est encore une fois dans le système qui est vraiment pas, à mon sens, au sens de beaucoup, positif. Ces prix d'inscription dont vous avez parlé aussi à l'université avaient été gelés, mais ils ne le sont plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ne le sont plus. Légalement, ce n'est plus le cas. Le texte prévoyait un dégel de ces frais aussi. Ils sont maintenant réindexés comme peut l'être la contribution de vie étudiante et de campus. Et ça, pour nous, c'est une catastrophe pour les étudiants parce qu'on leur fait payer le prix de coûts qui augmentent, on leur fait payer le prix d'un enseignement supérieur qui, nous, à notre sens, doit être, il est public, il doit être gratuit, en tout cas, il ne l'est pas complètement, mais à un prix plus bas, et surtout, il doit être accessible à toutes et tous, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et ça devient de moins en moins le cas. Donc ces frais, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient gelés à nouveau, parce que ce n'est pas aux étudiants de subir les augmentations et de financer l'enseignement supérieur, alors même que leurs aides sociales n'ont jamais été indexées au même titre que le sont leurs coûts. Donc il y a une vraie dualité aussi, il y a un non-sens dans la manière dont sont réparties les ressources et les charges qui incombent aux étudiants. Frais d'inscription, difficulté à s'alimenter, à se loger. On l'a dit il y a quelques instants et on va y revenir évidemment. Quand on sait que la France est l'un des pays finalement où étudier coûte le moins cher, on peut imaginer ce qui se passe dans le reste du monde? Oui, alors on a un système d'enseignement supérieur public qui est développé en France. Le but, c'est pas de se dire qu'on est dans la pire situation, mais c'est pas d'omettre non plus ce qui se passe en réalité sur le terrain et ce qu'on voit. Aujourd'hui, on a des étudiants qui n'ont pas de quoi s'acheter un logement, enfin qui n'ont pas de s'acheter encore moins d'ailleurs, qui n'ont pas de quoi avoir un logement pour la rentrée, qui n'ont pas de quoi payer leurs frais d'inscription, qui n'ont pas de quoi aller en cours, payer leur matériel. Et comment on peut leur demander, dans cette situation-là, quand on ne sait pas comment on va se nourrir à la fin de la semaine, de penser à leur partiel, de réviser, d'avoir les mêmes chances que leurs camarades qui, eux, peuvent payer. Et donc là, encore une fois, concrètement, quel est l'objectif de ce système-là s'il ne permet pas à ces étudiants de finir leurs études correctement? C'est pour ça que nous, on dit que la précarité, c'est le premier facteur d'échec académique. Parce que quand on est précaire et qu'on n'a pas le choix, on se salarie, c'est ce que vous disiez. Sauf que le salariat subi, le salariat à côté de ses études, ça concerne 41% des étudiants, c'est quand même une grosse partie. Donc c'est pas un salariat pour les compétences, c'est un salariat qui a un job alimentaire. Et quand on travaille 20 heures par semaine, on se doute bien que le taux d'assiduité qu'on peut se permettre d'avoir en cours ou juste le taux de révision qu'on peut avoir pour passer ses examens, c'est pas du tout le même que celui des camarades qui, eux, auront la chance d'avoir plus d'argent de côté. Bien sûr, puis l'absentéisme aussi, évidemment, par rapport au cours. On parle du logement. On en a parlé déjà ensemble, effectivement, avec Colibri, cette idée que vous avez eue, effectivement, et qui marche. Combien de lieux, déjà, de résidence, effectivement, pour ces étudiants, y a-t-il en France? Alors, aujourd'hui, nous, notre cœur d'activité, c'est de loger les jeunes chez l'habitant. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des mètres carrés qui n'étaient pas occupés chez ces personnes de plus de 60 ans, seniors, et que ça permettait aux seniors d'arrondir leur fin de mois et aux jeunes de pouvoir se loger moins cher. Donc, moins cher, ça veut dire combien? Ça veut dire en moyenne 350 €, on enlève Paris, charges comprises. D'accord, c'est quoi? C'est 50%, 55% de... C'est entre 30 et 65% moins cher qu'une solution classique. Ouais, tout à fait. Et comme c'est charges comprises, c'est vraiment moins cher parce qu'aujourd'hui, on sait ô combien. En plus, on parlait des hausses de charges, mais EDF augmente. C'est énorme pour des jeunes. Ils peuvent plus se chauffer. C'est juste hors norme. Donc la solution est vraiment clé en main. Et aujourd'hui, on est sur plus de 80 villes en France, ce qui n'est pas anodin. Donc ça veut dire qu'on accompagne des étudiants dans les grandes villes, mais aussi dans des territoires un petit peu plus reculés. Parce qu'on a des étudiants qui ont besoin d'aller chercher une spécialité. Et cette spécialité, elle ne se fait pas forcément dans les grandes villes. Parce que c'est une spécialité agricole, parce que c'est une spécialité bien pointue. Et c'est dommage de devoir dire à un jeune, c'est bien, tu as réussi ton bac, par contre, fais une croix sur tes études et va travailler parce que tu ne trouveras pas de logement pour aller faire le diplôme de tes rêves. C'est ça qui est dur sur le marché aujourd'hui. Et donc nous, on essaie d'apporter une réponse à ça.
D'autant plus qu'une fois qu'on a trouvé le logement, il faut pouvoir acheter effectivement un lit, un canapé. Alors nous, l'avantage, c'est que c'est meublé. Voilà. Donc on enlève toutes ces petites choses. Malheureusement, nous, on n'agit pas sur la nourriture, mais au moins d'avoir ce cadre de vie plus qualitatif pour mettre le jeune dans une situation, alors je ne vais pas dire de réussite, mais au moins avec des avantages, des petits points positifs. Et en échange de ça, il doit passer combien de temps avec la personne en question, avec le senior en question, peut-être l'aider dans ses courses, dans les travaux de ménage, enfin, comment ça se passe? C'est totalement ça, c'est du serviciel en contrepartie d'un loyer moins cher. Donc chez l'habitant, il n'y a pas d'engagement de durée. C'est plutôt du temps passé, de la volonté de créer du lien social et de s'apporter mutuellement. Et dans de nouveaux concepts, donc notamment, je vais citer un partenariat qui pour moi a beaucoup de sens aujourd'hui, c'est avec Noé ex-Cogedim Club. Là, pour avoir un logement quand même qui va jusqu'à un T1, voire un T2, donc jusqu'à 50 mètres carrés des fois, charge comprise, 30% moins cher que quelqu'un aurait le même mètre carré à ce prix-là dans la même ville, il doit en contrepartie donner 4 heures de son temps à la résidence. 4 heures par semaine? Ouais, et ces 4 heures, en fait, souvent fait le soir et le week-end, c'est des jeux, aller se balader, faire vraiment du partage entre du savoir-être, du savoir-faire. C'est génial. Et quand on connaît effectivement la situation, la santé mentale des jeunes de manière générale, j'imagine que cela joue beaucoup parce que finalement l'échange, la solitude qu'on ressent énormément chez les jeunes aujourd'hui, l'échange avec une personne dont on sait, souvent un grand-père, une grand-mère, on ne les a pas forcément près de soi et ça peut apporter un soutien? Oui, ça peut. Et je pense qu'il y a un enjeu sur la lutte contre l'isolement social de manière générale qui avait été mis très en lumière pendant la crise sanitaire, mais qui va aussi souvent de pair avec la précarité. Parce que précarité, ça veut aussi dire que tout ce qui n'est pas le logement, globalement, et tout ce qui n'est pas une charge contrainte, ça devient une variable d'ajustement budgétaire. Et donc, il y a l'alimentation, il y a le renoncement aux soins, mais il y a aussi, en tout premier lieu, c'est qu'on écarte le plus vite possible les loisirs, les activités culturelles, les activités physiques et sportives, tout ce qui permet de créer du lien avec d'autres personnes. Nous, c'est exactement le même principe qu'on en place dans les épiceries, qui sont aussi des tiers-lieux, qui ont vocation à recréer du lien entre la population étudiante, précaire ou non, pour aussi aller contrer cet effet qui va avec et qui crée une situation de stress et de tension financière, mais aussi d'insécurité mentale. Alors, le syndicat UNEF dénonce le nombre insuffisant de logements en résidence Crous, où sont actuellement logés un peu moins de 6% des étudiants. Et donc, selon l'UNEF, alors je ne sais pas, vous allez peut-être me contredire sur les chiffres, mais seuls 8,8% des logements promis par Emmanuel Macron en 2017, pour son premier mandat, ont été construits, alors que le président de la République, il me semble, je crois, avait annoncé la construction de 60 000 logements à l'époque. Il y a eu un plan 60 000, effectivement, dont aujourd'hui, on n'est même pas du tout, on n'est pas à 50% de cette promesse qui a été réellement réalisée. En fait, ça dépend aussi de si on prend en compte les logements de manière générale ou les logements uniquement dans le parc social des Crous. D'où les 8,8% qui ne sont pas... Le parc social des Crous, c'est beaucoup moins, effectivement. Et il y a une attention particulière sur ce parc parce que le Crous, au-delà d'être un service qui permet de loger des étudiants, c'est aussi un premier guichet d'accueil sur la vie étudiante de manière générale, avec de l'accompagnement social, mais aussi cette question de restauration, de création de liens, d'accompagnement dans les aides. Et donc, c'est très important aussi de l'identifier comme l'acteur principal de la vie étudiante. Et aujourd'hui, effectivement, ces logements, ils sont beaucoup trop peu nombreux. C'est un logement Crous pour 17 étudiants aujourd'hui en France. En Ile-de-France, c'est 1 pour 34. Et ça ne permet de loger que 1 ou une boursière sur 4. Donc on se rend compte que tous ces étudiants-là qui sont exclus du parc, même quand ils sont boursiers, alors qu'ils devraient être identifiés comme précaires, ils se retrouvent à devoir se diriger potentiellement vers le parc privé. Et donc là, leurs charges, elles explosent, leur loyer aussi. Et on reprend ce cycle où on se retrouve finalement à l'aide alimentaire. D'ailleurs, on voit beaucoup d'étudiants essayent d'avoir des bourses, d'obtenir des bourses, mais on ne comprend pas très bien le fonctionnement de ce système de bourse. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, l'une et l'autre? Comment ça fonctionne? Parce que j'ai l'impression que les parents sont perdus, mais le système aussi... Aujourd'hui, les bourses, elles se basent sur un système qui est familialisé. Ça veut dire qu'on prend en compte le revenu du foyer familial et pas les ressources propres de l'étudiant. Nous, c'est une des choses qu'on dénonce principalement, c'est qu'il faut arrêter de considérer l'étudiant comme l'enfant de ses parents, mais comme un citoyen à part entière, qui a le droit d'être aidé par l'État comme une personne à part entière. Donc on prend en compte le revenu des parents et ça donne accès, en fonction d'un plafond de revenus, à un montant de bourse. Donc il y a eu une première partie d'une réforme des bourses qui a été faite l'année dernière, qui a été annoncée en mars 2023 et qui a pris effet à la rentrée, qui a permis de faire rentrer des étudiants dans le système de bourse et globalement d'alléger certains paramètres qui étaient bloquants. Par contre, ce n'est pas du tout suffisant et nous, ce qu'on demande, c'est une réforme systémique qui remette le système à plat, qui a été annoncée pour 2025. L'instabilité politique actuelle a mis aussi en pause les réformes, notamment cette réforme-là. Et nous, c'est ce qu'on revendique le plus, c'est la nécessité de manière urgente de réformer ces bourses, notamment avec un objectif d'intégrer
à ce système 300 000, 250 000 étudiants de plus pour arriver à ce palier de 1 million qui permettrait d'intégrer les étudiants des classes moyennes et classes moyennes basses, qui sont ceux qui en sont exclus aujourd'hui. Alors, il y a effectivement le système, les classes moyennes basses dont vous parlez, mais il y a aussi, parce que vous l'avez dit au tout début, effectivement, de prendre en compte le salaire des parents. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont plus du tout en lien avec leurs parents. Comment fait-on ? Comment, dans ces cas-là, on peut exiger une bourse, enfin demander une bourse plutôt, alors qu'on a coupé avec sa famille ? Comment ça se passe pour ces étudiants-là ? Ouais, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a des protocoles et on doit fournir un certain nombre de documents. Et à partir du moment où l'étudiant, même s'il œuvre tout seul à se débrouiller par lui-même, il est souvent rattaché au foyer fiscal des parents. Et on parle de bourse, mais on parle aussi de CAF, d'APL. On a le même problème aujourd'hui avec les APL. Moi, je me tire les cheveux des fois, où on a la maman qui va nous dire je suis désolée, je ne peux même pas prendre une chambre avec vous parce que je n'ai pas le droit aux aides, parce que mon enfant est rattaché. Si je le détache, moi, je perds une part ou une demi-part en fonction du nombre d'enfants. Donc, je vais payer plus d'impôts et mon enfant ne pourra avoir le droit ni à la bourse ni à la CAF. Mais on est quand même dans une situation absurde. Un enfant, il faut qu'il ait des aides s'il y a le droit. Je ne comprends pas. Faut arrêter en fait de se dire on calcule les aides que les enfants peuvent avoir le droit à partir des revenus des parents. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Oui, on a des parents qui gagnent des sommes extraordinaires, mais on a des parents qui sont smicards aujourd'hui et qui ont 3 enfants. Ils font comment ? Aujourd'hui, ils peuvent pas loger leurs enfants. Alors ces enfants-là, c'est exactement ce qu'on disait. Ils sortent pratiquement tout de suite du système scolaire. Non pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Oui, c'est ça, la société fait en sorte finalement de les exclure par nature. C'est ça, donc c'est impossible de pouvoir poursuivre ses études. On a bien sûr beaucoup parlé des Jeux Olympiques et on continue d'en parler aujourd'hui avec les Jeux Paralympiques, mais ça a fait aussi débat à cause de ces logements du Crous qui ont dû être complètement vidés pour pouvoir loger les sportifs. Alors j'aimerais votre avis sur cette question parce que bon, c'est pas le cœur du sujet, mais enfin quand même, j'imagine que de nombreux étudiants ont été choqués par ça. Alors oui, ils ont été choqués, mais alors après il y a une vraie réalité derrière en fait. Dans l'actualité, on en a beaucoup parlé. On a des personnes qui ont mis fin à des contrats de location avec des jeunes pour pouvoir mettre leur appartement 3 à 4 fois plus cher. Bilan des courses, j'ai juste envie de vous dire que je rigole de la situation aujourd'hui parce que ces gens-là n'ont rien loué du tout. Par contre, les jeunes se sont retrouvés dehors. Et c'est ça qui est assez catastrophique dans cette situation. C'est qu'au lieu de faire du plafonnement suite à la situation, je pense que l'État aurait dû avoir main mise là-dessus en disant « Ok, vous pouvez mettre fin au contrat, en contrepartie, vous ne pouvez pas dépasser tel montant. » Ça aurait dû exister. Ils auraient déjà dû prendre les devants. Les JO étaient programmés depuis un certain temps. Et du coup, on a des jeunes qui se sont retrouvés à la rue. Aujourd'hui, on leur dit vous pouvez revenir. Oui, mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 2 mois, 3 mois, ces jeunes-là ? On s'est posé la question vraiment ? Je pense pas, non. Donc, il y a vraiment une situation d'ineptie, alors oui, les JO, c'est génial. Je ne vais pas le cacher, ça amène de la vie économique, commerciale, du lien social. On a des athlètes français juste incroyables et c'est tant mieux, on les a fait briller à l'extérieur. Mais derrière, il y a d'autres choses qui se passent. Et nos jeunes, on en a fait quoi aujourd'hui ? Rien. On a parlé du logement, on a parlé du prix, évidemment, de l'inscription, des frais d'inscription et de tout ce qu'il y a autour des frais d'inscription. Autre préoccupation, bien entendu, ce sont les repas, l'alimentaire. De manière simple, la hausse des prix de l'alimentation, plus 15,43%. Les étudiants sautent en moyenne plus de 3 repas par semaine. 20% ne mangent pas à leur faim. C'est disparate en fonction des territoires. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y a une concentration sur les grandes agglomérations et beaucoup moins sur les petites. Non, c'est disparate, mais pas tant non plus. Parce que nous, dans les 41 épiceries qu'on gère, on se rend compte quand même que la tension, c'est globalement la même sur toutes les villes. On a des publics étudiants, dans tous les cas, qui ont du mal à s'alimenter, mais pour justement cette fameuse raison de l'alimentation, c'est la variable d'ajustement. Quand j'ai plus rien sur lequel je peux faire des économies, la seule chose qui me reste, c'est de sauter des repas. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à ces fameux plus de 3 repas sautés par semaine. Et nous, ça nous pose vraiment la question aussi de comment ce qui est mis en place, notamment dans les restaurants universitaires, ça répond réellement aux besoins. Et cette question du repas à 1 euro, qui aujourd'hui est accessible aux étudiants boursiers d'office, mais sur demande à d'autres étudiants, qui rajoutent aussi une complexité dans la chose. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas au courant aussi. Cette question de concrètement, alors qu'on sait aujourd'hui que le système de bourse ne répond pas aux besoins, que beaucoup d'étudiants en sont évincés alors qu'ils sont précaires, nous ce qu'on demande c'est qu'on généralise ce repas à 1 euro, puisqu'aujourd'hui s'alimenter c'est un droit, et ça devrait être un droit qui soit garanti à tous les jeunes. Et donc ça c'est une première mesure, encore une fois d'urgence et palliative, en attente d'une réforme des bourses qui soit ambitieuse, mais qui permettrait à l'instant T de soulager ces étudiants et d'arriver à faire en sorte que cette alimentation ne soit plus une variable d'ajustement. Il faudrait faire entrer des grands groupes privés finalement, pourquoi pas, dans le système pour qu'on puisse pallier à ce déficit, en fait, à cette situation dramatique. Alors aujourd'hui, l'État peut prendre en charge ça ?
C'est une question de choix politique et je pense que nous, c'est toujours ce qu'on vous dira, c'est que nous, une organisation étudiante, on est là pour aussi montrer ce qu'est la réalité du terrain, ce qu'est une urgence sociale. Aujourd'hui, les CROUS, effectivement, sont aussi en capacité, avec des ajustements, d'arriver à absorber des coûts supplémentaires. Et ça, c'est aussi une question en termes de compensation par l'État, de choix politique. On est en capacité de mettre de l'argent sur plein d'autres postes de dépenses et c'est pas non plus notre rôle de dire ici, il faut prendre de l'argent, ici, il faut en retirer. C'est le rôle des services aussi du ministère. Par contre, nous, on est là pour dire qu'il faut faire le choix d'investir dans les jeunes parce que c'est aussi les étudiants qui seront des citoyens et des citoyennes de demain. Et si l'État les abandonne dès leur première entrée dans l'enseignement supérieur, quel message et aussi quel respect il leur renvoie. Et quand on parle aussi de confiance en la démocratie et de plein d'autres choses qui sont très adaptées au contexte, ça pose aussi la question, quand on sent abandonner des réformes sociales et des politiques sociales en général, est-ce qu'on se sent inclus en tant que citoyen? Et ces jeunes-là, c'est des citoyens. On parle de s'alimenter, mais on peut aussi parler de bien s'alimenter. C'est peut-être le cas grâce aussi, pourquoi pas, au programme que vous défendez, Colibri Intergénération. C'est que la petite tarte de la grand-mère aux pommes, hyper bien faite, le flan de courgettes, je sais pas moi, le bœuf bourguignon, enfin, tous les petits plats que nous faisaient nos grands-parents et on s'en souvient. C'est aussi l'occasion d'imaginer qu'on peut peut-être mieux s'alimenter aussi quand on est dans une ambiance intergénérationnelle ou en tout cas aux co-étudiantes, enfin, quand on est aidé et soutenu. Oui, certainement que c'est une solution. Ça permet de montrer comment on peut mieux cuisiner ou cuisiner tout simplement avec peu. On a beaucoup de seniors qui, eux aussi, sont en rupture à ce moment-là, qui n'ont plus les moyens de vivre correctement et qui, du coup, au lieu d'aller au supermarché toutes les semaines, vont faire des petites courses ou vont aussi aller dans des épiceries solidaires. Et c'est ensemble, en fait, qu'ils vont apprendre à mieux consommer. Et c'est ça qui est hyper intéressant quand on les écoute. Ils s'apportent vraiment au quotidien. Alors je ne dis pas qu'ils vont sauver cette face-là de mieux consommer demain, mais en tout cas ils agissent au plus près des jeunes pour leur montrer comment mieux s'en sortir. Malheureusement, on n'a aujourd'hui pas les moyens de sauver tout le monde. Bon, après je vais revenir sur les restaurants universitaires. On a beaucoup de jeunes qu'on accompagne qui les utilisent et on se rend compte que quand on échange avec eux, ils nous disent mais c'est soit fermé tout le temps, soit c'est pas bon. Donc oui, on peut manger à 1 €, mais la qualité des fois n'y est pas. Comme à la cantoche quand on est à l'école, quoi. Donc il faut vraiment faire des efforts et je vous rejoins vraiment largement dans tout ce que vous dites. Les jeunes, c'est la population active de demain, c'est les citoyens de demain. Il faut les accompagner dès le plus jeune âge, de la maternelle au collège, au lycée, en études supérieures et dans l'entrée à la vie active. Et je pense qu'on a un vrai rôle en tant que représentant d'association, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'État et gouvernement, d'aller chercher toutes les solutions possibles et de les mettre bout à bout et vraiment de se lancer un vrai défi. Comment vraiment accompagner ces jeunes? Comment bien les nourrir demain? Comment bien les loger? Comment bien les servir dans l'éducation? C'est vraiment un vaste champ. Mais je pense qu'il faut s'y attarder. Bien entendu. Et d'ailleurs, l'alimentation, c'est aussi un autre problème, c'est la malbouffe. La malbouffe mène aussi aux problèmes de santé. 38% des étudiants ont renoncé à des soins médicaux, principalement pour des raisons financières, alors qu'en parallèle, les besoins de soins augmentent. On a parlé de santé mentale il y a quelques minutes. Donc sur tout le plan psychologique, évidemment, ils ne sont absolument pas pris en charge quand on connaît les prix, évidemment, de ces soins-là. Et les couvertures de santé des étudiants semblent être un angle mort total pour les politiques. J'aimerais votre avis là-dessus, Sarah Biche. Alors sur cette question du renoncement aux soins, effectivement, c'est une grande problématique. Encore une fois, il faut bien trouver un budget pour faire des économies une fois qu'on a payé son logement. Et ça rentre dans les postes de dépenses qui vont vite être évincés du budget d'un étudiant. Aujourd'hui, il y a des services de santé étudiante qui existent. Là, je pense que c'est un point très important. Les services de santé, ils ont vocation justement à amener une offre de soins directement sur les campus, adaptée aux étudiants et étudiantes avec des professionnels de santé. Donc là, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que ces services de santé, ils prennent vraiment leur essor, qu'ils soient vraiment ancrés territorialement dans une politique locale de santé et qui permettent aux étudiants d'y avoir accès. Et là, on parle de consultations qui sont gratuites. Donc, on répond aussi à ce besoin-là. Évidemment, ça n'enlève pas toutes les problématiques de professionnels de santé, de délais de rendez-vous parfois, même si là, ça permet justement d'aller toucher une population particulière avec une offre de soins qui est adaptée à elle directement parce que... Mais quand on voit un spécialiste, un gynéco, un dentiste, un ophtalmo, comment font les étudiants pour avoir accès à ces spécialistes-là, finalement ?
que l'on doit voir forcément sur 3, 4, 5 ans d'études. C'est la grande problématique. Effectivement, là, on a une problématique, mais qui rejoint le reste de la population sur la question de la précarité. C'est concrètement comment on fait. Même quand on a accès à une consultation psychologique, par exemple, à bas prix, parce que dans un dispositif, etc., si on sait qu'on devra la continuer plus tard, forcément, ça nous censure dès le départ, on ne va pas y aller, parce qu'on sait qu'on devra débourser un moment. Donc, ça arrive sur les derrière de la scène, et on passe dans une dynamique où on fait de la médecine qui est davantage curative, mais on ne fait pas de préventif parce qu'on n'a pas les moyens avant. Dernier petit mot, parce que je sais que le temps presse, mais évidemment sur l'énergie, l'électricité, donc qui a grimpé, vous l'avez déjà dit, mais autre forme aussi de démerde. Hein. Clairement, j'assume le mot depuis quelques jours, mais enfin c'est comme ça. On parle de démerde aussi pour les étudiants. C'est le court voiturage. On essaie de se rendre service, voilà, de gagner un peu d'argent en étant conducteur, essayer de ne pas dépenser en étant passager. C'est une façon aussi de pouvoir aller transporter d'un point à l'autre. On a des jeunes aujourd'hui qui sont hyper démerdes, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont trouver toutes les solutions possibles parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre. Donc, ils vont faire des petits covoiturages. Ils vont même se dépanner entre eux. Hein. Je les entends des fois, j'ai mal à la tête, j'ai ça, mais peut-être que tu as ça. Et du coup, au lieu d'aller voir un médecin, ils vont s'auto-médicamenter. Donc, à un moment donné... Ça peut être très dangereux, rappelons-le. Dangereux aussi. Mais malheureusement, ils n'ont pas d'autres moyens aujourd'hui. Et il faut qu'on continue, et j'insiste bien, à évoquer pour eux les solutions possibles. Et ça, c'est une priorité, c'est la communication de ce qui est accessible pour eux, en tout point, à tout instant. Et c'est la priorité du moment, en fait. Merci beaucoup à toutes les deux, Sarah Bige, vice-présidente de la FAGE, et Mélanie Slupsik, j'ai essayé de ne pas écorcher le nom, CEO et fondatrice de Colibri Intergénération. Merci beaucoup. Merci. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite dans le Grand JT. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Pascal Moreau-Luchère. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous sur le Grand JT. Alors vous êtes auteur de ce livre, Le concept des 25 cm, paru aux éditions du Panthéon. J'imagine tout de suite les idées qui vous traversent l'esprit. Vous allez voir que vous êtes peut-être à côté, pas si loin, mais peut-être à côté. Tout commence par le chapitre inné versus acquis. Est-ce qu'on peut déjà opposer les deux? Moi, je ne les oppose pas. En tout cas, ce n'était pas le but de la manœuvre de les opposer, mais au contraire de les associer. L'inné, c'est ce que j'appelle la nature, et l'acquis, c'est la culture. Et je pense que les deux vont ensemble. Quand on regarde l'histoire du monde, on se rend compte qu'il y a certainement des gens qui ont été
particulièrement gâtés par la nature, qui ont eu ce qu'on peut appeler un don, mais ou en tout cas des facultés supplémentaires par rapport à d'autres. Mais in fine, le travail, l'acquisition, l'apprentissage, l'expérience, c'est ce qui représente, à mon avis, l'essentiel de l'intérêt. Alors, vous définissez évidemment l'inné. Alors, l'inné, c'est ce qui est physique, hein, les yeux, les mains, la couleur de peau et autres. Mais voilà, pas que justement. C'est là où je veux en venir. Dites-nous. Oui, parce que l'inné sur le physique, en fin de compte, c'est assez rapide. Oui. On ne s'étend pas énormément là-dessus. L'inné sur les comportements ou les aptitudes comportementales, ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et je donne un certain nombre d'exemples. J'en ai en tête. On ne naît pas poli. C'est des choses qui s'acquièrent. Voilà, la politesse, c'est un bébé qui naît, il n'est pas poli, il ne sait rien du tout. Donc on va le cadrer dans une certaine forme de politesse et dans un cadre social et d'interrelation. Pareil pour tout un tas le courage, la peur, etc. En tout cas, la maîtrise de la peur, ce sont des choses qui s'acquièrent. Ça n'a rien d'inné, rien de rien. Mais est-ce qu'on naît, N-A-I-T, avec des valeurs déjà, ou avec des sentiments, ou avec des émotions précises? Des sentiments, des émotions, oui, bien sûr. Des valeurs, je pense que c'est des choses qui s'acquièrent. Sur les sentiments, alors... Je sais pas, est-ce que vous êtes allé voir un petit truc en plus, le film d'Artus? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en retire? Au niveau du script, ça casse pas 3 pattes à un canard. Oh, quand même, vous êtes dur. Ouais, c'est pas terrible. En revanche, on sort de là, on a tellement d'émotions, on a ressenti tellement de choses, c'est la seule chose qu'on garde. Et ça, c'est extraordinaire. Les émotions, on les a. Ou alors, on n'est pas complètement humain, mais je dirais même le pire des salauds a des émotions. Un bébé qui pleure, par exemple, c'est un bébé qui a peur? Il peut avoir peur, il peut avoir des envies, il peut avoir faim, il peut avoir envie de dormir, il peut être sale dans sa couche. Ça, il y a plein... Ou trop chaud, je sais pas. En tout cas, il se joue plein de choses à la naissance et vous le dites dès le début de ce livre, hein, dont je rappelle le titre, le concept des 25 cm, on va y venir dans quelques instants bien sûr. Plein de choses s'acquièrent à la naissance. Autant l'inné, on peut dire que c'est passif. On est passif par rapport à l'inné, c'est-à-dire qu'on n'est pas acteur de ce qui est inné, hein, par définition. Autant l'acquis, a priori, on est actif. C'est-à-dire que finalement, on se joue soi-même de ce qui va se passer. C'est bien ça. Les élèves en ont-ils conscience de ce postulat quand on démarre à l'école? Malheureusement, non. Pas assez, en tout cas. Pas assez parce que... Enfin, je ne vais pas vous faire pas le procès, mais l'histoire de la Troisième République avec le concept aujourd'hui, en tout cas la façon dont fonctionne l'éducation nationale, c'est peut-être un peu long. Je pense qu'en tout cas dans le système français, on a été trop longtemps du top-down. Les sachants enseignaient aux ignorants qui devaient répéter. Transmission verticale. Transmission verticale. Or, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Moi, je pense que l'essentiel de nos efforts, et en tout cas de nos investissements et nos dépenses, devra aller vers l'éducation et vers la transmission. C'est comme ça qu'on fait passer des personnes qui, au départ, n'étaient pas obligatoirement intéressées par quoi que ce soit, vers des intérêts. On le voit avec tous les exemples. Quand enfin bon, il est mort, mais quand on écoute les interviews de Einstein, etc., on se rend compte qu'au départ, au niveau scolarité, ils n'étaient pas terribles. Hein. C'était pas leur truc, hein. Pas du tout. Je vous remercie de le citer, Einstein, parce qu'évidemment, j'ai relevé une des citations du livre. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Ouais. Tout le reste n'est que de l'information. Et c'est évidemment forcément très intelligent, mais d'autant plus quand on lit votre livre et qu'on y réfléchit, le chapitre acquis, donc c'est volontairement appelé expérience. On n'a pas parlé finalement d'apprentissage ou d'enseignement, mais de l'expérience. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une question de transversalité et non pas de verticalité? Absolument. L'information peut venir effectivement du haut. Et nous, on est, à l'heure actuelle, avec tous les moyens, on a de l'information, mais autant qu'on veut. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'information pour l'information, c'est super, mais après, so what, on fait quoi? En revanche, ce qui est intéressant, c'est de sortir de sa zone de confort, et à la seconde où vous sortez de votre zone de confort, vous êtes dans l'apprentissage et dans l'expérience. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, je peux vous dire une chose, je me trompe tout le temps, sans arrêt. Et j'adore ça, parce qu'à chaque fois, j'apprends quelque chose. Et j'espère me tromper jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Et bon, j'espère qu'elle soit encore un petit peu longue quand même. Mais, et à chaque fois, je dis en tout cas à mes filles, trompez-vous, allez-y, lancez-vous, tentez. Le mot échec, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui, l'expérience pour soi, finalement. L'expérience pour soi en permanence et l'expérience pour les autres. Pour les autres? Expliquez-nous. Ah, ça c'est compliqué de transmettre de l'expérience. Ça se fait souvent par une forme d'exemplarité et de modèle. Après, l'autre va s'en servir ou pas.
Moi, personnellement, quand j'étais jeune, l'expérience des autres, j'en avais rien à faire. Et encore, je suis poli quand je dis ça. C'était pas mon truc. Ce qui m'intéressait, c'est de moi-même expérimenter. On me disait, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Et je disais, ouais. De toute façon, j'en faisais qu'à ma tête. Donc voilà. Après, je me suis rendu compte que j'ai fait quelques erreurs quand même. Et c'est là où l'expérience a commencé à porter ses fruits. Maintenant, j'écoute. C'est bien d'écouter les autres. Cette transmission dont on parle si souvent dans beaucoup de domaines, évidemment, mais encore plus lorsqu'on est sur School TV, on l'imagine, et quand on lit votre livre, le poids de la transmission, le fameux je vais faire comme papa, je vais faire comme maman, finalement. Il y a plusieurs façons de lire les choses. On peut vouloir reproduire le schéma, bien sûr. On peut vouloir aussi peut-être faire plaisir à ses parents, ce qui est une chose envisageable, ou même demander à ce que son propre enfant réalise nos propres rêves qu'on n'a pas pu nous-mêmes finalement réaliser. C'est quoi ce poids de la transmission? Il était beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. Il était beaucoup plus lourd parce qu'à l'époque, ce que j'explique, on avait dans sa vie affaire à 10, 15, 20 personnes, peut-être 30, qui étaient un entourage dans un village. Aujourd'hui, évidemment, c'est terminé tout ça. Il reste encore, alors ça c'est plus culturel et cultuel, un poids parfois des parents qui est, à mon avis, trop exagéré. C'est long. Là, il faudrait du temps, et je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet parce que ça pourrait porter à polémique. Simplement une chose, on vit qu'une seule vie, la sienne. Donc si vous n'êtes pas maître de votre propre vie, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si vous commencez... C'est la phrase de ça y est, j'ai oublié son nom. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et Victor Hugo avait été encore plus malin, plus intelligent. Il avait dit, dans la vie, n'imite jamais rien ni personne. Un lion qui imite un lion, c'est un singe. Mais en revanche, on apprend quand même des autres et de l'expérience des autres, et vous le dites. Alors on prend chaque fois, et après on l'assimile, et on le customise, en tout cas, on s'en fait sa propre idée, et on en décide à partir de là, soit de rester à peu près sur ce chemin, soit de s'en servir et d'améliorer, en tout cas de considérer que ce chemin-là, il peut être un peu différent avec soi, et on va donc l'intégrer dans notre propre vie. Et ça, c'est la transmission qui est donnée, mais je customise pour moi. Donc ça veut dire que si on faisait un petit schéma, à la limite, pourquoi pas réfléchir comme ça, on pourrait se dire qu'il faut finalement regarder ce que l'on est, si on a la capacité de le faire, peut-être prendre de l'expérience des autres pour pouvoir revenir sur soi et partager. Oui, absolument. Et c'est le sel de la vie, c'est ça qui est intéressant. Vous avez reçu, vous probablement par vos parents, tout un tas de choses qui vous ont transmises, mais il n'y a qu'une seule Virginie Guillaume, enfin moi j'en connais qu'une, c'est vous. Je ne sais pas. Et vous avez... certainement incorporer dans vous, dans votre chemin de vie, des choses qui vous intéressaient, mais vous aviez consciemment, pas obligatoirement, inconsciemment et consciemment, envie de faire votre propre sauce, votre propre envie, votre propre vie. Et à partir de ces ingrédients, vous les avez, intégrés pour vous-même et pas pour quelqu'un d'autre. Se regarder soi, regarder les autres. Peut-être qu'on va venir enfin à expliquer le concept des 25 cm. Bon. Donc le titre de ce livre, dites-nous tout, parce que quand même forcément, on avait l'œil un peu quand même friseur. Hein. Si ça vous gêne, vous couperez, mais... Pas du tout. Allez-y. Ça n'a rien de sexuel et je l'écris. C'est pour ça que je vais couper, parce que ça n'a rien de sexuel. Voilà. Je ne ferai pas l'apologie de pornostar, etc. C'est simplement la distance, les 25 cm entre votre nombril et votre cœur. Voilà, c'est 25 cm, à peu près, hein, voilà, peu ou prou. Soit vous êtes uniquement orienté vers vous, votre nombril, c'est intéressant, mais le nombril, il fait 1 cm². Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de vous arriver à une forme d'homéostasie personnelle, donc vous subvenez à vos besoins, et à partir de là, vous partez vers vos cœurs, donc vers l'autre. Et c'est plus intéressant de donner que de recevoir. Vous pensez qu'on est plus fort avec l'expérience de la vie, plutôt qu'avec uniquement de l'information transmise, purement didactique ? C'est des expériences qui ont été tentées entre... Vous mettez quelqu'un dans une pièce, il ne sort pas, il n'a aucune relation, mais vous lui donnez toute la connaissance humaine, tout ce qui a été connu dans le monde, voilà. Et un autre, vous lui dites aucune étude, et vous lui dites va te frotter à la vie, va te frotter aux autres. À votre avis, lequel va aller plus loin et va le mieux avancer? J'ai peut-être une idée. C'est aussi une idée qui fait peut-être son chemin chez beaucoup de personnes, chez beaucoup d'acteurs du monde de l'éducation, pour peut-être repenser l'école aujourd'hui. C'est une question qu'on se pose tous. On voit bien qu'il y a des difficultés, des inégalités sociales marquantes, des difficultés face à l'apprentissage et surtout une façon d'enseigner qui peut être un peu différente en fonction des pays, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les pays du Nord ou même de l'Est, ou ailleurs d'ailleurs. Mais est-ce que c'est ça aussi, se dire à un moment, peut-être passer davantage par l'expérimentation, même au sein de l'école? Je suis entièrement d'accord. En réalité, c'est le débat d'aujourd'hui. Moi, je pense que toutes les sommes d'argent
On ferait mieux de les mettre dans l'école, la transmission qu'ailleurs. On croit affaire à des gens, comme disait Christian Bobin, en vérité, on a affaire à des mondes. Chacun est différent. Alors, comment faire passer un socle ou un tronc d'information à des gens foncièrement différents? Ah, elle est belle la question. Moi, je pense que 80% peut-être, ou 60%, j'en sais rien, je n'ai pas les chiffres, mais d'enfants peuvent accepter, en tout cas comprendre, intégrer, mais tous ceux qui sont à côté, il faut les accompagner. C'est simplement de l'accompagnement. Peut-être à une vitesse différente, peut-être d'une autre façon, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Pourtant, l'accompagnement, il est fait au sein de l'école, du collège et du lycée. Je veux dire, il y a des professeurs qui sont investis. On voit tout ce corps enseignant qui est là quand même pour nos enfants, pour nos élèves, pour tous ceux qui ont besoin et qui ont envie aussi d'apprendre. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ou pourquoi, en tout cas, ça fonctionne à certains endroits, mais pourquoi, à certains moments, on voit bien qu'il y a un problème, il y a un couac? Il y a un problème parce que parfois, c'est plus facile de rigoler et de faire rire les petits copains que de travailler. Et je pense que ça, c'est valable partout, dans toutes les générations. Toutes les générations. Qu'est-ce qui est nouveau? Peut-être la façon de transmettre, la façon d'apprendre. C'est peut-être un cours didactique sur lequel ensuite on va le demander de répondre à des questions. N'intéresse pas la majorité des élèves. Mais pourtant, les professeurs évoluent. Ils font des enseignements beaucoup plus ludiques. Ils s'intéressent à beaucoup de choses. Il y a de l'image aujourd'hui qui est prise. Peut-être pas suffisamment ou pas autrement. Il faut tenter autre chose. Et pour tenter autre chose, il faut des moyens. Pour avoir les moyens, il faut avoir du temps et un peu de sous. Et c'est le problème donc des sous qui revient. Voilà. Mais bon, ça, je dis pas que j'ai une solution. Oui, oui. Et il n'existe certainement pas une solution. Il y a probablement d'autres moyens et voilà. Ça vaut le coup. Ce livre, vous l'avez écrit, j'imagine, parce que c'est plein de choses, plein de réflexions que vous êtes faites effectivement tout au long de votre vie. Par rapport à la transmission, donc l'expérience, par rapport au savoir, et puis on l'a dit dès le départ, à tout ce qui était inné. Est-ce qu'il y a aussi une autre petite chose dont vous n'avez pas voulu parler, mais que vous voulez nous dire aujourd'hui sur ce plateau? Parce que je me suis dit, il y a forcément quelque chose derrière ce livre, c'est pas possible. Et en plus, j'imagine une suite. Alors, il y a une suite qui est déjà quasiment écrite. Ah, voilà. Qui est aussi un peu provocatrice, mais qui va, je pense, aider beaucoup de jeunes. Je ne vais pas vous faire, ça n'intéresse personne, l'histoire de ma vie, mais à un moment donné, à 14 ans, je me suis retrouvé un peu seul, et j'aurais aimé avoir quelques conseils. Voilà. Bon, moi, je me suis débrouillé, très bien, tant mieux pour moi. C'est plus par rapport aux générations qui arrivent. On vit dans un monde extrêmement compliqué. Je n'ai pas besoin de... Voilà, vous voyez ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 filles. J'en ai une qui a 35 ans et l'autre qui a 20 ans. Que puis-je leur transmettre, que puis-je leur dire pour qu'elles vivent leur vie la plus belle possible? Se faire confiance? Confiance en soi, estime de soi. Voilà, on va terminer sur ces 2 mots. Voilà. Merci mille fois. Pascal Moreau-Luchère, le concept des 25 cm, paru aux éditions du Panthéon. C'est sorti au mois de juillet. Si vous êtes rentré de vacances, courez l'acheter et vous allez apprendre plein de choses, en tout cas relire des choses qui vous parlent, qui sont extrêmement fortes et intéressantes. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. On va continuer l'émission tout de suite avec le ZAP, c'est-à-dire le meilleur de School TV. Vous avez bon espoir que ce doc, cette série, puisse être diffusée dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale? J'adorerais ça. Ah oui, j'adorerais ça. Il y a énormément de choses. Et puis, c'est au cœur de... C'est des débats qui sont vraiment au cœur de la manière dont on construit les lois. Cette loi, elle est révolutionnaire, vraiment, parce qu'elle permet à beaucoup de personnes d'accéder à leur rêve de parentalité. Néanmoins, s'ils avaient demandé leur avis aux personnes concernées en 2021, ils auraient pu la rédiger d'une meilleure façon. Cette loi, elle aurait pu être beaucoup plus inclusive. Donc, moi, j'adorerais échanger avec les personnes qui écrivent les lois. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on faisait nos recherches pour l'épisode 4, du coup, qui est consacré vraiment à l'aspect politique, on est tombé sur une sénatrice communiste qui prenait la parole à l'époque des débats en 2021. Elle disait exactement tout ce qu'on dit dans le documentaire. Donc en fait, c'est important aussi de se battre pour avoir des personnes à l'Assemblée comme elle et au Sénat qui ont à cœur de défendre nos intérêts, qui nous connaissent, qui nous écoutent. Et puis en parallèle, il faut continuer à participer à des documentaires, faire des documentaires, manifester dans la rue pour faire entendre nos droits, rejoindre des associations.
mais en tout cas, vous découvrez qu'un professeur a été assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. Tout à fait, oui, ça a été, comme pour beaucoup de gens, ça a été, je pense, un choc. La violence de cet acte, ça m'a vraiment retourné. Et donc, ça tombait à ce moment où je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être justement quelque chose à faire. Et j'ai ressenti le besoin d'agir. Et je me suis dit, pourquoi pas être prof. Ça a l'air d'avoir il y a l'air d'en avoir besoin en tout cas. Et donc, c'est là que l'idée est venue, à ce moment-là. Pour défendre des idées, pour défendre une cause d'une certaine manière, pour défendre une certaine idée de l'éducation, de la République. Oui, je pense que c'était un peu ça mon premier sentiment. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à défendre et que l'école était quand même un peu en danger. Et donc, avec tous mes bons sentiments, je me suis dit que j'allais pouvoir aider l'école. Et c'est parti un peu de ce sentiment-là, effectivement. Plus le fait que j'ai toujours aimé les enfants, le monde de l'enfance, l'univers de l'enfance, etc. Ça m'a toujours beaucoup attiré. Donc c'est pas une idée qui venait de nulle part, mais qui du coup, elle a surgi à ce moment-là beaucoup plus fort à cette période. Personnellement, qu'en est-il de votre cheminement? Comment est-ce que vous avez donc eu recours à la PMA? Moi, j'ai eu recours à la PMA, effectivement, pendant 4 ans pour avoir la chance, parce que c'est une chance au final d'avoir un enfant, d'avoir eu un fils. J'ai eu recours à la PMA parce Comment il s'appelle, pardon? Il s'appelle Paul. Salut Paul. Parce que au départ, le père de mon fils a eu un cancer, donc on s'est rendu compte après les traitements qu'il était stérile. Et au fur et à mesure en fait, des examens, on s'est aussi rendu compte que moi aussi j'avais des problèmes de fertilité. Et donc le parcours a été long, très très laborieux et très éprouvant, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, parce que comme je le dis dans le documentaire, c'est vraiment les montagnes russes, aussi bien physique que social aussi, parce que ça a aussi un fort impact professionnel. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que quand vous en parlez, je vous sens encore très émue. Toujours. Ouais. Toujours, parce que je suis à la fois très reconnaissante d'avoir pu bénéficier de ces avancées médicales et d'avoir accès aussi aux soins grâce à la prise en charge par la sécurité sociale, etc. Et pour autant, ça a soulevé énormément de questions et énormément de problématiques que personne ne pense devoir gérer en fait dans sa vie, dans sa vie intime de couple, dans sa vie familiale, dans sa vie amicale, dans sa vie professionnelle aussi. Je ne sais pas quel est le sentiment de Nathan, mais je pense qu'il y a pas mal de travail à faire encore à ce niveau-là. L'année dernière, on a beaucoup parlé de la violence chez les jeunes. Et on a mis ça en lien avec le harcèlement scolaire. Moi, j'ai tendance à dire que pour moi, la violence dans les établissements scolaires est forcément corrélée à la montée de la violence dans la société. Et qu'en fait, c'est juste le reflet de ce qui se passe dans les foyers et dans la société en général. Et c'est un constat qui m'attriste, mais je crois avoir raison. Quand je me déplace dans les établissements scolaires, je prends toujours le temps de parler aux enseignants qui me disent qu'il y a quand même beaucoup de problèmes avec les parents qui ne prennent pas forcément leurs responsabilités. Et donc, oui, il y a une question de la prise en charge et de l'écoute de l'enfant. Et il y a aussi une question de à quel moment est-ce que le parent s'implique au point de se rendre compte de ce qui se passe dans la cour de récréation. S'impliquer dans l'éducation de ses enfants, et quand il est témoin ou qu'il est au courant en tout cas que son élève est harcelé ou harceleur, effectivement il y a des actions à prendre et à mettre en place. Premier pas dans la salle de classe, Fred Leclerc, que vous racontez dans cette bande dessinée Journal d'un prof à la gomme qui vient de sortir aux éditions La Boîte à Bulles. Premier pas dans la salle de classe, et là, idée de génie, je vais leur demander de dessiner leurs vacances. Mais... Oui, tout à fait, idée de génie, comme beaucoup d'autres, plein d'autres par la suite. Je me permets de me moquer parce que vous faites preuve de beaucoup d'autodérision vous-même. Oui, complètement. Non, c'était mon premier sujet. Et donc, effectivement, quand j'ai proposé ce sujet, j'ai plein de doigts qui sont levés, qui m'ont dit « Mais monsieur, on n'est pas parti en vacances. » Voilà. Et donc, parce qu'on est dans un arrondissement périphérique de Paris, pas très loin du périph', au milieu des cités. J'ai commencé mes premières écoles étaient dans le 13e arrondissement, dans des quartiers, on va dire, un peu sensibles. Et effectivement, les élèves n'étaient pas toujours vivaient dans des quartiers un peu défavorisés. Et je suis arrivé avec un sujet complètement improvisé, comme beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire mon attitude en classe était improvisée. Tout ce que je leur disais était improvisé en fait. J'avais aucune préparation.
Et vous tombez, dites-vous, très vite dans tout leur piège, parce que le premier vécu, le premier ressenti que vous avez, ça bouge dans le livre, mais le premier ressenti que vous avez de ces élèves, c'est qu'ils essayent de vous piéger. Tout à fait, oui, c'est assez... C'est fou, en fait, la subtilité et, avec laquelle ils arrivent à nous faire aller où ils veulent, et on ne voit pas ça tout de suite, très vite, enfin, on ne se rend pas compte immédiatement. Et donc, j'ai découvert ça petit à petit... les choses qu'il fallait pas faire, les choses qu'il fallait pas dire. Je prenais des notes, évidemment, mais ils ont vu tout de suite. Et c'est aussi la difficulté du truc, c'est qu'ils voient tout de suite là où ils peuvent vous emmener. Et le temps qu'on réagisse, c'est presque déjà trop tard. Ils ont déjà perçu les travers. Et donc, pour rattraper ça derrière, c'est super dur. Vous avez bon espoir que ce doc, cette série, puisse être diffusée dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale? J'adorerais ça. Ah oui, j'adorerais ça. Il y a énormément de choses. Et puis, c'est au cœur de... C'est des débats qui sont vraiment au cœur de la manière dont on construit les lois. Cette loi, elle est révolutionnaire, vraiment, parce qu'elle permet à beaucoup de personnes d'accéder à leur rêve de parentalité. Néanmoins, s'ils avaient demandé leur avis aux personnes concernées en 2021, ils auraient pu la rédiger d'une meilleure façon. Cette loi, elle aurait pu être beaucoup plus inclusive. Donc, moi, j'adorerais échanger avec les personnes qui écrivent les lois. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on faisait nos recherches pour l'épisode 4, du coup, qui est consacré vraiment à l'aspect politique, on est tombé sur une sénatrice communiste qui prenait la parole à l'époque des débats en 2021. Elle disait exactement tout ce qu'on dit dans le documentaire. Donc en fait, c'est important aussi de se battre pour avoir des personnes à l'Assemblée comme elle et au Sénat qui ont à cœur de défendre nos intérêts, qui nous connaissent, qui nous écoutent. Et puis en parallèle, il faut continuer à participer à des documentaires, faire des documentaires, manifester dans la rue pour faire entendre nos droits, rejoindre des associations. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Ulysse Touré, au son, Héloïse Merlin, le maquillage, Julie Ordner et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée, à demain. Ciao.